Le narcissique qui t'a quitté en te disant que tu ne vaudrais jamais rien sans lui, il te surveille. Pas ouvertement, jamais ouvertement, mais il surveille. Chaque publication sur tes réseaux sociaux, chaque accomplissement que ton entourage partage, chaque fragment de ta nouvelle vie qui filtre jusqu'à lui à travers les Flying Monkeys ou un profil qu'il n'a pas encore osé bloquer, il voit tout. Et ce qu'il ressent à chaque fois que ta lumière grandit un peu plus loin de lui, ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas non plus de la fierté rétrospective, ni de la curiosité neutre d'un ex qui a tourné la page. C'est une panique profonde, viscérale, incontrôlable, que Carl Jung a décrite avec une précision qui laisse sans voix. Une panique qu'il ne montrera jamais directement. Le narcissique est trop orgueilleux pour ça, mais qui le ronge de l'intérieur à chaque instant où il prend conscience que tu brilles, que tu t'épanouis, que tu redeviens entièrement toi-même, loin de lui. Ton succès silencieux est, en ce moment précis, sa plus grande terreur. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi, pas avec des mots doux ou des théories vagues, mais avec les mécanismes psychologiques précis que Jung a identifiés et que la psychologie clinique moderne confirme chaque jour dans les cabinets de thérapie. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Le narcissique avec qui j'avais partagé une partie de ma vie m'avait fait croire que j'étais trop émotive, trop désorganisée, trop sensible pour réussir quoi que ce soit de significatif. Il avait cette façon subtile de semer le doute, pas en criant, pas en m'insultant ouvertement, mais en soupirant au mauvais moment, en minimisant mes réussites avec un sourire condescendant, en me comparant à des femmes qu'il admettait admirer. Et j'avais fini par le croire. Du moins en partie. Ce n'est que beaucoup plus tard, en lisant Jung pour la première fois et en travaillant avec des survivantes de violences narcissiques dans ma pratique clinique, que j'ai compris. Ce n'était pas moi le problème. C'était lui qui avait besoin que je reste petite pour se sentir grand. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je m'apprête à te révéler sur la psychologie exacte de sa panique va non seulement t'expliquer ce qui se passe dans sa tête quand il te voit briller, mais aussi te libérer d'une culpabilité que tu portes peut-être encore sans t'en rendre compte. Tu connais ce sentiment, cette impression d'avoir passé des années à te rétrécir, à te faire plus petite, à ne pas trop parler de tes réussites professionnelles parce que ça le mettait dans une humeur impossible. À ne pas trop briller lors des dîners en famille, parce que tu savais qu'après, dans la voiture sur le chemin du retour, il trouverait immanquablement quelque chose à te reprocher. Une légèreté excessive, un commentaire mal placé, une façon d'attirer l'attention qu'il avait observée avec une précision chirurgicale. À éteindre ta lumière, petit à petit, comme on baisse le son d'une musique trop joyeuse dans une pièce où quelqu'un souffre. Et la pire partie, celle que personne n'ose nommer, c'est que tu t'y étais habitué. Tu avais appris à vivre dans cette demi-obscurité comme si c'était normal. Chaque fois que tu rayonnais un peu trop, il y avait une conséquence. Un silence froid qui pouvait durer des jours entiers, une critique déguisée en observation bienveillante, une comparaison blessante formulée avec ce sourire qui laissait entendre que c'était pour ton bien. Jusqu'à ce que tu apprennes, au niveau même de ton système nerveux, que ta lumière était une menace. Mais voilà ce que tu ne savais pas à ce moment-là. Ta lumière n'était pas une menace pour lui parce qu'elle était trop forte. Elle était une menace parce qu'elle révélait à quel point il était vide. Et maintenant que tu brilles sans lui, ce vide qu'il avait si soigneusement caché derrière son masque de grandeur devient insupportable à contempler. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de regarder, que nous enfouissons dans l'inconscient, que nous projetons sur les autres. Le narcissique ne hait pas ta lumière parce qu'il te hait toi. Il hait ta lumière parce qu'elle lui rappelle tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il ne sera jamais, tout ce qu'il nie désespérément en lui-même. Ta réussite est son miroir le plus cruel, non pas parce que tu l'as voulu ainsi, mais parce que son ombre s'y reflète avec une clarté qu'il ne peut pas supporter. Et maintenant que tu brilles loin de lui, cette panique qu'il ressent n'est pas une panique ordinaire. C'est une crise d'identité profonde, ancrée à la racine même de son être fragile.
Voici ce que ça signifie concrètement, et pourquoi c'est beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. Pour comprendre pourquoi ton rayonnement le panique à ce point, il faut d'abord comprendre ce que le narcissique cherchait réellement dans votre relation. Les psychologues cliniciens utilisent le terme « supply narcissique », la nourriture émotionnelle dont le narcissique dépend pour maintenir son sentiment de supériorité. La supply narcissique n'est pas de l'amour. Elle ressemble à de l'amour de l'extérieur, dévouement, admiration, attention constante. Mais elle n'en est pas. C'est du carburant pour un moteur qui ne peut pas tourner sans lui. Jung parlait de la persona comme du masque social que chaque individu porte. Chez la plupart des gens, la persona coexiste avec un soi intérieur solide. Mais chez le narcissique, la persona est tout. Ce masque de charme, de grandiosité, de supériorité affichée n'est pas une façade parmi d'autres, c'est sa seule réalité consciente. Derrière ce masque, il n'y a pas de soi solide, pas d'identité ancrée dans quelque chose de réel. Il y a un vide profond que Jung décrivait comme une blessure fondamentale du développement psychologique, une blessure que le narcissique a bâti tout son édifice identitaire précisément pour ne pas avoir à regarder. Et ce vide a besoin d'être constamment rempli. Toi, ton admiration, ta dévotion, ta soumission, parfois même ta souffrance qui prouvait qu'il avait du pouvoir sur toi, tu étais cette supply. Quand tu admirais ses accomplissements, quand tu restais malgré ses crises de colère, quand tu mendiais ses miettes d'affection après une période de silence punitif, tu remplissais ce vide. Tu confirmais son persona de grandeur. Et maintenant, tu es parti. Pire encore du point de vue de sa psychologie, tu brilles. Chaque rayon de cette lumière que tu projettes dans ta nouvelle vie est une attaque directe contre son persona, contre son illusion de supériorité, contre le récit qu'il avait construit pendant toutes vos années ensemble. Parce que si tu étais brisé, comme il t'avait dit que tu serais sans lui, son récit restait intact. Il était le fort, tu étais la faible. Mais si tu brilles, son récit s'effondre. Du calme, parce que la révélation suivante est celle qui va transformer ta compréhension de sa psychologie pour toujours. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai entendu des dizaines d'histoires qui se ressemblent à un point troublant. Mais celle de Nathalie, 45 ans, directrice marketing dans une grande entreprise internationale, illustre avec une clarté presque chirurgicale ce que Jung décrivait comme la réaction de l'ombre face au succès de l'autre. Nathalie avait passé 11 ans avec Vincent. Dans leur entourage, Vincent était ce que les proches appelaient brillant, charismatique, ambitieux, plein d'idées toujours nouvelles. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est ce qui se passait derrière les portes fermées. Dès que Nathalie avait une réussite, une promotion, une reconnaissance professionnelle, même un compliment enthousiaste lors d'un dîner, quelque chose changeait dans l'air autour de Vincent, imperceptible pour les autres, mais absolument certain pour elle. Il devenait froid, ou trouvait une critique à formuler sur la façon dont elle avait obtenu cette réussite, ou racontait une anecdote qui le mettait lui en valeur, détournant subtilement l'attention. Nathalie avait appris à ne pas briller trop, à rester dans l'ombre de Vincent pour que la paix règne. Elle avait développé ce que les psychologues appellent la diminution préventive de soi, l'habitude inconsciente de se rendre moins visible que ce qu'elle était réellement, pour anticiper les conséquences de son propre éclat. C'est l'une des formes les plus insidieuses du traumatisme relationnel, quand quelqu'un apprend à se punir lui-même avant que l'autre le fasse. Quand elle a finalement trouvé le courage de partir, elle avait perdu toute confiance en ses propres capacités. « J'ai peur de ne pas savoir qui je suis sans lui pour me dire qui je dois être », m'a-t-elle dit dans notre première séance. Elle croyait que ses succès passés avaient été des accidents et que sans Vincent, elle s'effondrerait. Tu connais la suite, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas effondrée. Elle a explosé vers le haut. 18 mois après sa séparation, Nathalie avait décroché la promotion qu'elle attendait depuis 4 ans et que Vincent lui avait toujours dit qu'elle n'était pas prête à assumer.
Elle avait repris la natation abandonnée pour lui. Elle avait renoué avec des amis qui lui avaient fait lâcher progressivement sous des prétextes toujours légèrement différents, mais avec le même résultat, l'isolement. Et elle rayonnait d'un éclat qu'elle ne se connaissait plus depuis une décennie entière. Et Vincent est revenu, pas directement. Les narcissiques sont rarement assez directs pour ça. D'abord, il y a eu les signaux indirects. Un commentaire sous une publication professionnelle relayée par une collègue. Puis, un appel d'une amie commune. Au fait, Vincent m'a demandé comment tu allais. Puis un email, sous couvert de questions administratives. Et dans cet email, pesé, calibré, relu avant envoi, il y avait cette phrase que Nathalie m'a répétée en séance, les larmes aux yeux, non pas de tristesse mais de soulagement. Je pense souvent à ce que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Ce n'était pas un aveu d'amour, c'était un aveu de panique. Parce que Jung a identifié quelque chose de fondamental sur la psychologie de l'ombre du narcissique. Quand sa victime réussit, quand elle brille réellement, concrètement, visiblement, le narcissique est confronté à deux vérités insupportables simultanément. Première vérité, il s'est trompé sur elle. Elle n'était pas la femme faible, dépendante, incapable de fonctionner sans son cadre structurant. Deuxième vérité, la plus dévastatrice. Si elle pouvait briller ainsi sous sa coupe, c'est que c'était lui qui l'empêchait de le faire. Et cette réalisation, même inconsciente, est un effondrement identitaire. Retiens bien ce que je viens de dire, parce que le deuxième mécanisme va t'expliquer quelque chose que tu n'as peut-être jamais compris sur tes propres réactions face à ces tentatives de retour. La première réaction du narcissique face à ton rayonnement est la surveillance obsessionnelle. Il surveille ta vie avec une intensité qu'il ne montrera jamais ouvertement. Réseaux sociaux, informations relayées par les Flying Monkeys, conversations captées lors d'événements encore communs. Il collecte chaque fragment d'information sur ta nouvelle vie comme s'il compilait un dossier, cherchant à reconstituer l'image de ce que tu es devenu. Pourquoi cette surveillance compulsive? Parce que ton succès crée une dissonance cognitive insupportable pour lui. D'un côté, le récit interne dont il a absolument besoin pour fonctionner, tu ne vaux rien sans lui. De l'autre, la réalité visible et indéniable de ton épanouissement. Incapable de modifier son récit interne, cela exigerait une introspection dont il n'est pas capable. Il cherche des preuves que ton succès est faux, exagéré, superficiel. Il regarde avec l'espoir anxieux de trouver une faille. Et chaque fois qu'il n'en trouve pas, la panique s'approfondit. La deuxième réaction est le dénigrement. Il ne te le dira pas en face, surtout si tu as maintenu une distance saine. Mais dans son cercle proche, il trouve des façons de minimiser ce que tu accomplis. Oui, elle a eu cette promotion, mais tu sais comment elle obtient ce qu'elle veut. Elle a l'air bien maintenant, mais attends de voir quand la réalité la rattrapera. Assez facile de briller quand on n'a plus les mêmes responsabilités. Ces commentaires ne sont pas de la jalousie ordinaire. C'est ce que Jung appelait la projection défensive. Le narcissique projette sur toi ses propres peurs, ses propres fragilités, ses propres incompétences qu'il ne peut jamais admettre. En te diminuant symboliquement, il essaie de restaurer son persona blessé. Mais plus tu brilles, moins ça fonctionne. Et plus ça ne fonctionne pas, plus sa panique grandit. La troisième réaction, et c'est celle dont je t'avais prévenu car c'est la plus dangereuse, est le hoovering. Le narcissique qui essaie de te réaspirer dans son orbite. Et voici ce que tu dois comprendre clairement. Il ne revient pas parce qu'il t'aime. Il revient parce que ton rayonnement a brisé quelque chose dans sa psychologie qu'il ne peut pas réparer seul. Tu as cessé d'être la supply qui le remplissait. Et maintenant que tu brilles sans lui, tu es devenu la preuve vivante qu'il a laissé partir quelque chose d'irremplaçable. Le hoovering qui suit le rayonnement de l'empathe a une saveur particulière. Il ne revient pas avec des excuses directes. Cela exigerait trop d'humilité. Il revient avec la nostalgie calculée. Je pensais à toi. Tu me manques. Je n'aurais pas dû te laisser partir comme ça.
Et si tu n'es pas consciente de ce mécanisme, tu risques de confondre cette panique avec de l'amour authentique. C'est exactement le piège dans lequel Nathalie a failli retomber. L'email de Vincent avait tout d'une réconciliation sincère. Et une partie d'elle, la partie blessée qui avait passé des années à attendre qu'il la voie vraiment, avait voulu y croire. Parce que c'est ça aussi, la cicatrice laissée par une relation narcissique. Ce besoin persistant que ce soit lui, spécifiquement lui, qui reconnaisse ce que tu vaux. Mais Nathalie avait appris à reconnaître le mécanisme. Et au lieu de répondre à l'email, elle a fait quelque chose que Jung aurait salué. Elle est restée dans sa lumière, sans se retourner. Maintenant, je dois te révéler quelque chose qui va peut-être te surprendre. Quelque chose que les psychologues ne disent pas assez clairement, parce que ça inverse tout ce qu'on nous a appris sur la dynamique narcissique. Ce que le narcissique voit quand il te regarde briller, ce n'est pas simplement ton succès, ce n'est pas simplement ta confiance reconstruite, ta vie qui s'épanouit. Ce qu'il voit, au fond, au niveau le plus profond de sa psychologie blessée, c'est tout ce qu'il ne sera jamais. Jung a décrit l'ombre comme l'ensemble de tout ce que nous refusons d'être, de tout ce que nous ne pouvons pas intégrer dans notre image consciente. Pour le narcissique, l'ombre est immense. Elle contient sa vulnérabilité réelle, son besoin authentique de connexion, sa capacité à aimer véritablement, sa honte profonde, son sentiment d'inadéquation fondamentale. Tout ça est enfoui, refoulé, nié, projeté sur les autres depuis si longtemps qu'il n'a plus accès à ces parties de lui-même. Et quand il te regarde briller, cette ombre remonte à la surface avec une force qu'il ne peut pas contrôler. Parce que tu incarnes, malgré toi, tout ce qu'il a refusé d'être. Tu as traversé la souffrance et tu en es sortie plus forte. Tu t'es confronté à tes propres failles et tu les as intégrées. Tu as fait exactement ce que Jung appelait l'individuation, ce chemin courageux vers la rencontre avec ton propre soi authentique. Et lui, il n'est pas capable de faire ce voyage, non pas parce qu'il n'en aurait pas la possibilité en théorie, mais parce qu'il refuserait toujours de regarder ce qu'il y aurait au fond du miroir. Ta lumière est littéralement une confrontation psychologique qu'il ne peut pas soutenir. Ce qu'il appelle panique est, selon Jung, la réaction inévitable de l'ombre qui refuse d'être vue. Et la vérité que tu dois porter avec toi à partir d'aujourd'hui, celle qui change tout, c'est que ce n'est pas toi qui le détruis. C'est sa propre incapacité à te suivre dans ta transformation qui le détruit. Tu n'as rien à faire de particulier. Tu n'as pas à te venger. Tu n'as pas à t'assurer qu'il te voit briller. Il suffit que tu brilles pour toi authentiquement, profondément, pour que le reste suive de lui-même. Ce que le narcissique voit en toi, c'est sa propre terreur, habillée en ton succès. Tu viens de découvrir quelque chose que peu de psychologues osent expliquer avec cette clarté. Pourquoi ton épanouissement est, pour le narcissique, une menace existentielle. Pas une déception passagère, une crise psychologique profonde, ancrée dans les mécanismes que Jung a décrits il y a presque un siècle, et que la psychologie clinique contemporaine continue de confirmer chaque jour. Ces vérités ont été étouffées parce qu'elles dérangent. Elles donnent du pouvoir à celles qui ont souffert en silence, qui ont douté d'elles-mêmes, qui ont cru que c'était leur faute. Et les garder vivantes, les rendre accessibles à chaque femme qui cherche des réponses à 3 heures du matin, c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, une clarté, un soulagement, une pièce du puzzle qui s'est enfin mise en place, tu peux soutenir ce travail avec le Super Thanks ici en bas. Ce n'est pas un simple bouton. C'est ton signe que ces vérités doivent continuer à atteindre les âmes qui souffrent encore en silence. Tu n'es pas seulement spectatrice de cette chaîne, tu en es la gardienne. Et en soutenant ce travail, tu t'assures que ces révélations continuent à libérer celles qui en ont besoin. Maintenant, voici ce que tu dois faire de tout ce que tu viens de comprendre. Parce que la connaissance, sans ancrage, dans quelque chose de concret, c'est de la contemplation. Et tu as traversé trop de choses pour te contenter de contempler.
Première vérité, que l'empathe qui brille doit porter. Ton rayonnement n'est pas une vengeance, c'est une guérison. Je le dis parce que certaines d'entre nous, après avoir compris le mécanisme de la panique narcissique, tombent dans le piège de vouloir briller davantage pour lui faire mal, pour qu'il voie, pour qu'il souffre. Et je comprends cette impulsion. Je l'ai ressenti moi-même. Mais Jung nous avertit. Quand tu agis pour blesser l'autre, même inconsciemment, tu lui accordes encore du pouvoir sur ta direction. Ta lumière doit émaner de toi, pour toi, ancrée dans ton propre chemin d'individuation, pas comme performance destinée à un public, même si ce public est celui qui t'a blessé. Nathalie a compris ça lors d'une de nos séances. Quand elle a reçu l'email de Vincent et qu'elle s'est surprise à formuler mentalement une réponse, elle s'est arrêtée. La première chose qui m'est passée par la tête, c'est ce qu'il allait penser de ma réponse. Et là, j'ai compris que ce n'était pas fini en moi, pas parce que je l'aimais encore, mais parce que j'étais encore en train de m'organiser autour de son regard. Ce jour-là, elle a choisi de ne pas répondre, pas par vengeance, mais parce qu'elle avait décidé que sa lumière n'avait plus besoin de son public. Deuxième vérité, le contact zéro n'est pas une punition que tu lui infliges, c'est une protection que tu t'offres. Quand le narcissique entre en mode hovering, il compte sur quelque chose de précis et de connu de lui depuis votre relation. Ta curiosité naturelle, ta gentillesse fondamentale, ton incapacité viscérale à être perçue comme cruelle envers quelqu'un qui souffre apparemment. Il connaît ton cœur empathique, il l'a étudié, cartographié, utilisé pendant des années. Et maintenant, il l'utilise une dernière fois depuis l'extérieur de ta vie. Le contact zéro te protège de ce processus de réaspiration. Il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit. Il s'agit de créer un espace dans lequel ta lumière peut continuer à grandir sans être constamment sollicitée par quelqu'un qui a un intérêt profond dans le fait que tu ne brilles pas. Les femmes qui ont maintenu ce contact zéro avec cohérence rapportent toute la même progression. Difficile les premières semaines, libérateur les premiers mois, évident au bout d'un an. Parce que la lumière, une fois qu'elle est vraiment la tienne, n'a plus besoin d'être défendue. Troisième vérité, et c'est la plus importante, ce qu'il pensait être ta faiblesse était en réalité ta force la plus rare. Ton empathie, cette capacité à ressentir profondément, à te connecter authentiquement, à te soucier des autres d'une façon qu'il n'a jamais pu faire, ce n'était pas le défaut dont il t'avait convaincu. Ce n'était pas le signe de ta vulnérabilité excessive. C'était ce que Jung appelait une qualité profondément développée de l'intelligence émotionnelle, une profondeur de contact avec le monde intérieur, le tien et celui des autres, d'une richesse exceptionnelle. Le narcissique ne pouvait pas la comprendre parce qu'il n'a pas accès à cette profondeur. Et ce qu'il ne comprend pas, il le détruit ou il l'instrumentalise. Mais ce qu'il ne pouvait pas faire, ce qu'aucun narcissique ne peut jamais vraiment faire, c'est l'éteindre de façon permanente. Il pouvait la comprimer, l'étouffer temporairement, la faire douter d'elle-même, mais il ne pouvait pas la tuer. Et maintenant que tu brilles loin de lui, cette empathie n'est plus une faiblesse exploitée, c'est la source même de ton rayonnement. C'est elle qui te rend capable de comprendre les gens autour de toi avec une profondeur qui les surprend. C'est elle qui t'a rendu meilleur dans ton travail, plus présente pour ceux que tu aimes, plus authentique dans tes nouvelles relations. Cette même empathie que le narcissique t'avait dit être un défaut est, aujourd'hui, la racine visible de ta lumière. Et lui n'a pas accès à cette profondeur. Et ce qu'il voit en toi briller, cette lumière chaude, vivante, profondément humaine, c'est précisément ce qu'il ne peut pas reproduire avec son masque froid et calculé. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai appris une chose, que les manuels de psychologie ne disent pas assez clairement. La guérison la plus complète n'est jamais celle qui cherche à effacer ce qui s'est passé. C'est celle qui transforme ce qui s'est passé en sagesse vivante. Les femmes qui brillent le plus fort après une relation narcissique ne sont pas celles qui ont le mieux oublié. Ce sont celles qui ont compris le mécanisme, exactement comme tu viens de le faire,
et qui ont décidé d'utiliser ce qu'elles ont appris pour grandir plutôt que pour survivre. Jung a écrit quelque chose que je reviens lire régulièrement depuis que je l'ai découvert. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique nie tout ce qui est vulnérable en lui. Et cette négation perpétuelle le soumet à une panique perpétuelle face à ceux qui ont, au contraire, accepté leur vulnérabilité et l'ont transformée en force. En toi, la panique qu'il ressent en te voyant briller est la panique de quelqu'un qui a choisi la prison dorée de son persona plutôt que la liberté difficile de son soi authentique. Et toi, tu as choisi la liberté. Même si c'était douloureux, même si ça t'a coûté des années et des larmes et des nuits d'insomnie à te demander ce que tu avais fait de travers, tu n'avais rien fait de travers, tu t'es simplement réveillé. Et dans un monde où le narcissique compte sur le fait que tu restes endormi, dans le silence et l'ombre de sa grandeur fictive, il n'existe rien de plus subversif, rien de plus puissant, rien de plus profondément terrifiant pour lui que de te voir briller. Maintenant, j'ai une question pour toi. Une vraie question, pas rhétorique. Quelle est la première chose que tu as accomplie après être sorti de la relation avec le narcissique? Que ce soit une promotion, une amitié retrouvée, un voyage repoussé depuis des années, un cours finalement commencé, ou même simplement une nuit de vrai sommeil profond sans cette boule d'anxiété dans l'estomac. Je veux savoir. Raconte-moi dans les commentaires. Parce que chaque histoire de rayonnement est une lampe supplémentaire qui éclaire le chemin de celles qui cherchent encore la sortie. Écris libre si tu as senti ta lumière revenir. Et si tu es encore en chemin, écris en chemin. Parce que tu as ta place ici, exactement là où tu en es. Je lis chaque commentaire. Et ta lumière, même naissante, même hésitante, compte.